Voilà, gentes dames et damoiseaux amoureux des arts de la caméra, avec ou sans pellicule. Dites stop aux pellicules, avec Nenad Shoulders. Grâce à sa formule unique, Nenad Shoulders fait disparaître les pellicules dès la première utilisation. Merci Nenad Shoulders. Après avoir parlé d'un film français à petit budget, j'avais envie de m'attaquer à une production hollywoodienne à 27 millions, ce qui est un budget confortable. On va donc parler de Krull. Premier film d'heroic fantasy de Peter Yates, qui jusque-là était déjà connu et réputé pour son art de tourner les polars, le film jouira, outre son réalisateur vedette, d'un casting aux petits oignons, ainsi que de la présence de James Horner à la musique, un grand nom à Hollywood. Et la musique de ce film aura marqué son époque, on y reviendra. On notera aussi la participation de John Evans aux effets spéciaux, qui à l'époque signait déjà ceux de pas moins de 4 films de James Bond. Ce qui ne laisse présager que du bon. Pourtant, le film ne réalisera que 16 millions de dollars de recettes à sa sortie, ce qui est bien mais pas top, puisqu'il ne remboursera pas son budget. Mais morbleu, me direz-vous, comment expliquer alors l'échec de ce film qui... Il est sorti en même temps que Star Wars épisode 6, le retour du Jedi. Bref, bienvenue dans ces films cultes que vous n'avez probablement jamais vus. Le film commence dans l'espace, sur un gros astéroïde qui fait route vers la planète Krull. Mais en fait c'est pas un astéroïde, c'est un vaisseau spatial. Peuplé de vilains du coup, quand tu crevasses la Terre comme ça, t'es un méchant. On fait alors la rencontre d'une princesse qu'il faudra sauver. On est en 1983, à cette époque Mario et Link qui sauvent des princesses et c'est tout, y a pas besoin de plus dans le scénario. Princesse jouée par Lisette Anthony, une actrice que j'adore mais qui pourtant n'aura pas eu une carrière très fifole. Princesse donc qui doit épouser le prince Colwyn du royaume voisin, joué par Ken Marshall. Un acteur. Avec une belle gueule. C'est déjà ça. Tout ça pour sceller une alliance contre les méchants extraterrestres du début. Pendant le mariage, l'armée des méchants débarque, à cheval. Il y a peut-être une pénurie de carburant sur leur planète, allez savoir. Et envahissent le château. Ok, c'est mort. Votre alliance, vous l'oubliez, les mecs ils ont des lasers. Et en plus, ils grimpent au mur. Alors là, tu te planques 20 ans dans une grotte et t'attends qu'ils se cassent de ta planète. Bon, ça fait bataille. J'aime bien ça. La princesse s'est fait enlever parce qu'en fait, il y a une prophétie sur le fils qu'elle doit avoir, alors le méchant chef des aliens, il veut s'accoupler avec elle. Mais je vous rassure, le film est tout public, alors il n'y aura pas de scène de hentai. Apprenant cela, Colwyn est aussi abattu que vous, et laissé pour mort. Au petit matin, Colwyn se fait soigner par Gandalf. Non, Obi-Wan. Et oui, le film est une quête du héros. Un schéma scénaristique ultra classique qu'on a déjà vu dans Star Wars par exemple, et qu'on reverra plus tard dans Willow ou encore Le Seigneur des Anneaux. Donc à ce moment du film, tout bon spectateur se dit bêtement que le héros va aller sauver la princesse. Mais non. Un cinéphile avisé saura à l'avance que Marty doit d'abord aller chercher une DeLorean magique avec l'aide de Dumbledore. Ouais, Retour vers le futur et Harry Potter aussi sont des quêtes du héros. Je vais donc passer très vite là-dessus parce que c'est ultra prévisible. Tiens, c'est J.J. Abrams qui a fait cette scène. Et qu'en plus Bastien Balthazar Bucks a même pas le droit de faire joujou avec le sabre laser de son père. Ne l'utilise pas tant que tu n'en as pas besoin. Mais pourquoi Bon, on a l'objet magique, on part donc sauver la princesse. Mais en fait non, parce que la forteresse noire du méchant se téléporte au hasard sur la planète à chaque lever de soleil. Donc faut d'abord aller voir le prophète de l'émeraude aveugle. On va l'appeler Yoda. Parce que Yoda, donc, a le don de prophétie et saura à l'avance où la forteresse va se téléporter au petit matin. En chemin, il rencontre... La rirette... Ergo le Magnifique, qui sera le sidekick rigolo du film. Oh, j'aurais dû demander à Karim Debache de me prêter son tableau des clichés. Ergo, qui est un magicien capable de se changer en plein d'animaux différents. Mais je vous rassure, ça sera totalement inutile dans le film. Et qui rejoindra le groupe à cause de la présence d'un gros vilain cyclope dans les bois. Bouh. On se remet en route, et en chemin... Je sais, Colwyn leur met une dérouillée avec une main dans le dos et un cloche-pied. Non, en vrai ils se battent même pas, il les convainc de le suivre à la forteresse noire. Colwyn Bonprince propose de libérer les brigands de leur chaîne, on comprend que c'est le nouveau roi, on propose de l'aider dans sa quête, et pour les chaînes... Tu les ouvriras si nous réussissons. Voilà, là on peut pas faire plus cliché. Allez en route Nenmog En avant Ah si, en fait. On notera au passage parmi les brigands la présence de Qui-Gon Jinn et d'Hagrid. Oui, c'est bien lui. Le groupe se remet en route et est surpris par un des tueurs. Oui, c'est le nom des aliens, ça fait juste un cliché de plus. Mais ils sont sauvés par le Cyclope. On apprend un détail forcément inutile.
Ils lui ont donné un de leurs yeux en échange du pouvoir de voir l'avenir. Mais ils furent dupés. Car le seul avenir qu'il leur fut permis de voir, ce fut le moment de leur propre mort. Tiens, t'es de retour, toi. Et on arrive chez Yoda. Que je vais immédiatement rebaptiser Père Fouras. On a donc le cliché du voyant aveugle. Est-ce qu'on doit dire voyant non-voyant? Bref, le père Fouras essaye d'avoir une vision, mais la bête le contrecarre. Moi je trouve la grotte du devin c'est une bonne cachette, hein. Vous restez là 20 ans et on en reparle. Que nenni, le devin a un plan de secours. S'il se rend au temple des émeraudes, il sera plus puissant que la bête. Question, pourquoi t'habites pas directement au temple des émeraudes? En plus, t'as vu le trajet? Évidemment, ça fait embuscade dans les marais, un figurant meurt. Je m'en tape, je connaissais même pas son nom. Heureusement, le cyclope arrive et défonce tous les méchants. On gagne, on fait copain-copain avec le gros bourrin de 3 mètres de haut. On fait un petit coup de comic relief pour se détendre. Et toi, Rel, que voudrais-tu si tu faisais un vœu? L'ignorance. La bête transforme le sol en sable mouvant et un autre figurant meurt. Mais non! Ah, celui-là il a un nom. Bah, au revoir Méno. Mais pendant qu'on essayait de sauver Méno, la bête a pris l'apparence du père Fouras. On va l'appeler Père Fougas. Et Fougas bute Fouras. Mais le groupe ne se rend compte de rien et continue son chemin. Heureusement, le cyclope était resté en arrière pour surveiller que le groupe n'était pas suivi, et il trouve le cadavre de Fouras. Il revient en courant et bute Fougas juste avant que celui-ci ne règle son compte à Colwyn. J'adore cet effet. Profitons-en pour faire un bilan. Le devin est mort, donc vous avez plus aucune chance de trouver la forteresse. Donc vous retournez à la grotte du devin, vous vous planquez pendant 20 ans et... Mais non, parce qu'on a encore un plan de secours. T'es au courant que le dernier vieux qui a eu un plan D, il est mort? Le plan consiste à aller voir la veuve aux 1000 fils et... Non, non. Je sais pas si les araignées existent dans votre monde, mais moi je vois ça, je me barre. Tiens, qu'est-ce que je disais? Heureusement, la veuve accorde à Tufirawat le totem d'immunité de Spider-Man, sous la forme d'un sablier qui bloque temporairement l'araignée. Parce que la veuve est Ynir, C'est son vrai nom dans le film. était amant autrefois. Ça fait romance, la veuve dit à Ynir où se trouvera la forteresse demain. Juste, imagine, c'est à l'autre bout de la planète. Tu préfères pas demander où elle sera dans 3 jours? Freddy Jones, si vous l'avez pas reconnu, à l'info, mais il ne peut pas repartir la donner à ses copains, parce que le sablier ne pouvait servir qu'une seule fois. Mais il arrive quand même à repartir en brisant le sablier, sauf que c'est sa propre vie qui s'échappe avec le sable, bla bla bla, inséré cliché correspondant. Et donc Obi-Wan meurt, tranché par le sabre laser de Severus Rogue, sous les yeux de Marty McFly. Oui, je sais, le schéma du scénario est extrêmement convenu. Par contre, si je fais un body count, on a perdu 2 figurants et 2 personnages principaux. Ça, c'est intéressant. Mais reprenons. On apprend que la forteresse est trop loin, Bah voilà, je l'avais dit. Les chevaux de feu. Les chevaux de feu peuvent faire 1000 lieues en un jour. Alors, les 2 derniers qui ont eu un plan B, ils sont morts. Hein. Plus pas toi, Cyclope, je me suis attaché. on va capturer les chouals, et pour poursuivre dans la tradition du film, celui qui a eu le 3e plan B meurt. L'heure de sa mort est arrivée. Il faut qu'il reste et qu'il accepte son destin. S'il s'y opposait, il devrait endurer de plus grandes souffrances. Ah bah non. Enfin si, mais en quelque sorte seulement. Je dois avouer que c'est pas mal cette idée de laisser le Cyclope derrière. En plus je m'étais attaché, alors je tiens pas forcément à le voir mourir. Mais ce concept de l'inéluctable qu'il faut pas essayer de changer parce que sinon ça sera pire, j'aime bien. Après des adieux déchirants, on fait ya sur les chevaux. Et sur une musique qui pète la classe, Et on arrive à la forteresse où on se prend une méga dérouillée. et normalement c'est à ce moment-là qu'il y en a un qui a un plan B et qui donc va mourir. Mais qui? Eh bien vous le saurez en regardant la partie spoil. Et c'est Cyclope du bourrin Kazakh marron qui fait un retour spectaculaire en fin de film. Faisant fi des lasers et défonçant à lui seul tous les ennemis, il se précipite sur la porte qui se referme mais la bloque in extremis, laissant le temps à ses amis d'entrer et... Pourquoi lui? Par contre c'est intéressant ça. Les derniers mots du Cyclope sont... Mon heure est venue. De fait, le doute plane sur la manière dont il a vu sa mort à venir. Est-ce qu'il devait aller ailleurs après la capture des chevaux et du coup s'est exposé à plus de souffrance en aidant ses amis? Est-ce qu'il était prévu qu'il arrive plus tard pour ne pas tomber dans l'embuscade avec ses amis et dérouiller les aliens en les prenant par un autre front?
Ou bien encore, est-ce que c'était un lâche qui avait peur de venir? Non. N'empêche, c'est important que le spectateur se pose cette question, parce que ça va prouver son attachement à ce personnage qui bien évidemment ne peut pas être un lâche dans votre esprit. C'est pervers, hein, on te fait encore plus t'attacher au personnage au moment où il meurt. Mais reprenons la narration. Ça fait pampan laser, deux figurants et Qui-Gon meurent, Ergo et l'enfant se retrouvent séparés du groupe à cause d'un piège, Ergo se rend enfin utile, Luke a enfin le droit de faire joujou avec Lorine et sauve la princesse. Mais la bête est pas contente, ça fait baston, la bête est vaincue, ça fait effondrer le château mais pour une fois tout le monde en sort vivant, et il y a même un figurant qui est pas mort. Le chef des brigands devient le nouveau shérif de Nottingham et décide de garder ses chaînes quand même parce qu'il faut terminer sur un cliché et fin. Et c'était extrêmement convenu. Alors, j'ai pu vous donner l'impression que le film est une succession de clichés, mais faut le remettre dans le contexte. En 1983, année de sortie du film, l'Heroic Fantasy vient juste de sortir du caniveau dans lequel l'avaient plongé les Yor guerriers du futur et autres à tort, puisque c'est en 1982 que le genre gagnera ses lettres de noblesse avec la sortie de Conan le Barbare et Dark Crystal. Et parce que je suis gentil, je vais aussi compter le Excalibur de John Boorman, sorti en 81, dans l'Heroic Fantasy. Le réalisateur, Peter Yates, s'est donc attaqué à un genre nouveau dans le cinéma mainstream, et tout ce que j'ai considéré comme des clichés n'en était pas encore à l'époque, y compris le schéma de la quête du héros, puisque la totalité des films que je vous ai cités sont sortis après Krull. Il faut savoir que le film était une intention du réalisateur, qui avait envie de faire un film d'Heroic Fantasy. Aussi, même si j'ai rien trouvé de très créatif et nouveau dans son travail, je dois reconnaître qu'il s'est appliqué. Il arrive à comprendre quand mettre les personnages en valeur avec des plans serrés, le groupe avec des plans plus larges et les décors avec des plans très éloignés. Petit détail à ce propos, à l'origine le script prévoyait de faire jouer une petite personne dans le rôle d'Ergo le Magnifique. Ce qui donne un autre sens à certaines répliques. Je m'appelle Ergo le Magnifique. Petit en stature, grand en pouvoir, étroit d'esprit, mais immense visionnaire. Mais en fait, c'est au casting qu'il choisira une personne de taille normale, ce qui lui permettra de travailler différemment les nombreux plans impliquant à la fois l'enfant, Ergo et le Cyclope, qui tous trois développent des liens très particuliers dans le film. Alors j'ai pas trouvé l'explication en faisant mes recherches, mais j'aime à penser que c'est pour mettre l'accent sur les rapports d'échelle entre les trois personnages. En effet, Ergo sera souvent placé entre l'enfant et le Cyclope et ça m'étonnerait que ce soit un hasard. Également, le travail des couleurs m'a marqué, et malgré quelques passages très jaunes, le film sera dominé par l'opposition du rouge et du bleu. Un classique pour opposer le bien et le mal, surtout à l'époque de la guerre froide, mais très bien utilisé ici. Bref, Peter Yates a fait le film par passion, et ça se voit. Et dans cette optique, il se sera entouré des meilleurs. On commence par James Horner à la musique. Quoi de plus épique qu'une phrase musicale qui n'en finit jamais? Elle a d'ailleurs été nominée aux Saturn Awards cette année-là, seulement le prix sera raflé par James Horner lui-même, mais pour un autre film. Quant aux effets spéciaux, John Evans a été épatant. Fort de déjà 4 James Bond sur le CV, le bonhomme choisira au maximum les effets pratiques. Et quand on sait que ça, et surtout ça, c'est de la maquette, Bah on ne peut être que impressionné. J'en profite pour revenir sur l'araignée. à mon avis, une grosse partie du budget est passée dedans, d'autant que c'est du stop motion. Le stop motion c'est très simple, c'est l'ancêtre de la 3D. Tu prends une maquette, tu l'animes à la main en prenant 24 photos par seconde de mouvement. Ouais, je te laisse imaginer le boulot. Et c'est ce qui du coup donne cette impression saccadée puisque c'est animé avec des pauses. En fait, il y a que la bête que j'ai trouvée immonde dans le film. Et immonde, pas dans le bon sens du terme. Hein. Après, on la voit peu à l'écran. J'imagine que le budget est passé par là puisque le film a quand même coûté 8 millions de moins que le retour du Jedi. Pour terminer cette analyse, Petit détail mais pas des moindres, les relations entre les personnages sont extrêmement développées dans le film, renforçant ainsi l'attachement pour nos héros qui vont presque tous mourir. à ce propos, je trouve que le film fait beaucoup de diversion sur qui va mourir ou pas. En effet, on introduit plusieurs figurants non nommés, et on en tue 2 dès que l'on part pour le Temple des Émeraudes. Aussi, on est surpris lorsque le père Fouras passe ad patresse, peut-être 10 minutes après être apparu à l'écran, alors qu'il devait apporter la solution à nos héros. Et il sera suivi de près par Ynir, puis par le Cyclope. Pour conclure, La mise en scène n'est pas incroyable du coup, même si quelques bonnes idées sont là, comme ne jamais filmer le vaisseau en entier pour rendre compte de son gigantisme, mais dans l'ensemble ça va pas chercher bien loin.
Et même si le film est très comparable à un Willow en termes de qualité, mis à part qu'on est clairement sur du décor studio, Mais Willow aussi a coûté 8 millions de plus, et il arrive 5 ans plus tard. eh bien il s'est quand même fait défoncer juste parce qu'il est sorti presque en même temps que Star Wars épisode 6, le retour du Jedi. Et pourtant, j'ai trouvé l'écriture exceptionnelle. Le film est très surprenant, les héros multipliant les échecs face à une quête impossible à réussir. En fait, c'est presque un coup de bol si on gagne à la fin. Et ça, j'aime bien. Alors ok, ça a beaucoup vieilli surtout au niveau des décors, mais les effets spéciaux rendent encore très bien aujourd'hui. À part les fonds verts. Mais ce film, je l'ai découvert petit, dans les années 80, et il a été un de mes favoris dans mon enfance. Plus ou moins ex aequo avec Princess Bride. Et je pense que c'est dans cette optique qu'il faut le découvrir, avec une âme d'enfant. En se laissant porter par ces personnages attachants qui se lancent dans une quête foutue d'avance et qui par conséquent vont tous mourir un par un sous nos yeux. C'est triste. Enfin, quand même pas autant que la mort du sergent Elias dans Platoon. Quoi, vous l'avez pas vu ce film culte ?